Avant de vous en fait, d'en arriver au cœur du sujet, qui est la question à laquelle je vais tenter d'apporter une réponse, hein, il faut quand même rester humble, une réponse théorique, je vais quand même vous expliquer juste deux mots d'où je parle, puisque j'ai une formation assez spécifique, puisque je ne sais pas combien de temps j'ai plus que 2 minutes, j'espère. Puisque avant de rejoindre la fondation, enfin, avant de travailler avec Nicolas, donc qui a aujourd'hui un nouvel avenir devant lui, on va dire. Il y a deux personnes qui ont beaucoup compté dans ma vie, qui m'ont mis. Enfin, en tout cas, je pense que la vie est beaucoup faite de rencontres. Et moi, il y a deux personnes avant Nicolas, évidemment. Nicolas Hulot, oui, bien sûr. Il y a deux personnes qui ont énormément compté. Avant de travailler avec Nicolas Hulot, j'ai travaillé avec Michel Rocard, donc quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Et probablement un des seul, rare et dernier, on va dire, intellectuel en politique qu'on a pu connaître. Et avant Michel Rocard, il y a eu quelqu'un d'autre encore plus important qui s'appelle Serge Moscovici. Donc, beaucoup d'entre vous avec qui j'ai parlé m'ont souvent reproché d'en parler très souvent et beaucoup. Et Serge Moscovici, juste un mot sur qui il est, parce que vous allez comprendre un peu pourquoi après je vais vous parler de ça. Serge Moscovici était un psychologue social et un philosophe des sciences. Et c'est la personne qui m'a formé en philosophie. Et aussi, donc, c'est pour ça que j'ai un peu une double casquette ou une double formation, c'est-à-dire que j'essaye toujours de lier la philosophie à la psychologie, ou la psychologie à la philosophie. Donc c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu de ça. Et puis Serge Moscovici était, dans les années 50, 60 et 70, le père de la pensée écologique, donc le tout premier à avoir écrit, le tout premier, je crois que c'était en 68, mai 68, Histoire humaine de la nature, puis Société contre nature et d'autres ouvrages qui sont arrivés par la suite. Donc il fait partie de cette école française avec André Gorz, Ivan Illich ou Jacques Ellul, qui sont peut-être des noms que vous connaissez, qui ont été les pionniers de la pensée écologique et qui sont malheureusement, à mon sens, beaucoup oubliés aujourd'hui. Et j'essaye un peu de repopulariser ou de faire connaître un peu cette pensée qui souvent est oubliée et qui est très peu enseignée, puisque en général en philosophie c'est plutôt la pensée allemande de l'écologie, autour de Hannah Arendt, Hans Jonas, enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qui a pris un peu le dessus et qui est complètement différente. Et l'écologique, en France et dans le monde, s'appuie souvent sur cette philosophie-là, cette philosophie allemande, en oubliant un petit peu la philosophie française. Et je trouve ça très dommage parce que j'ai l'impression, selon moi, qu'elle apporte beaucoup plus de réponses et qu'elle est beaucoup plus... qu'elle a une impulsion dans l'écologie et qu'elle apporte les réponses auxquelles l'écologie cherche des questions. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je voulais dire, mais je ne vais pas trop développer là-dessus parce que sinon je vais partir sur un cours de philosophie française pendant 2 heures. Donc je vais revenir à ce qui s'est dit hier et ce matin d'ailleurs. Et vous allez comprendre pourquoi je vais poser cette question qui en fait elle coule de source. En fait je vais vous parler de la transition écologique, hein, qui est, est-ce qu'elle est, avant d'en arriver à la question, est-ce qu'elle est une révolution ou des révolutions? Évidemment, une révolution, on essaie d'en augmenter la taille. Ici, l'objectif, c'est pas d'en augmenter la taille, puisque ce sont des révolutions. Donc, on essaie d'en multiplier le nombre. Et moi, les mots-clés que je retiens d'hier et de ce matin, que j'ai notés, ce sont les mots propager, dupliquer. Je crois que, madame, vous avez parlé de convaincre le reste du monde. Ce sont tous ces mots-là. Comment faire pour convertir, en quelque sorte, pour faire la transition écologique? Comment faire pour changer la société? C'est un peu l'objectif de cet événement et de ce qui en ressort, c'est de faire que toutes ces initiatives se multiplient et fassent et qu'elle soit la transition écologique, qu'elle soit des révolutions. Alors, comment faire? Je vais prendre un exemple parce que je pense qu'il vaut mieux l'illustrer par une métaphore, et je vais prendre la métaphore de la voiture. Si la transition écologique, c'est une voiture, donc nous allons quelque part, nous allons d'un point A à un point B, c'est la transition, et nous sommes tous dans la voiture. À l'horizon, on va dire, il y a la catastrophe environnementale. Donc du coup, en général, on a tendance à paniquer et à se dire il faut absolument changer de direction, changer de chemin, changer de voie et s'engager dans la transition. Bon, ben, nous sommes dans la voiture, donc on n'a plus qu'à la conduire. Seulement, elle n'avance pas, la voiture. Et pourquoi elle n'avance pas? Donc du coup, on sort de la voiture. Et moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que les écologistes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont voir les freins. Quand la voiture n'avance pas, ils vont voir les freins.
Alors ils vont voir les freins et puis ils se disent ah mais la voiture avance pas parce que à cause des médias. C'est un frein à la transition, ce sont les médias. Les médias, alors ça c'était la grande thèse de Michel Rocard, hein, que je connaissais bien, qui disait que si on n'avance pas, alors lui c'était pas vraiment pour la transition écologique, mais bon c'était pour changer, parce qu'il était plus vraiment dans le grand soir, mais voilà, les médias perturbent le discours scientifique, par exemple par rapport au GIEC, ils vont vulgariser, et du coup ils vont noyer le message, etc. Donc du coup ils vont pas réussir à convaincre les individus, donc c'est un frein. Alors d'autres vont dire c'est le capitalisme, ou c'est la croissance, ou c'est le libéralisme économique. Le libéralisme économique qui va créer des besoins entretenus par la publicité. Du coup on est parti dans un consumérisme toxique qui fait qu'on ne fait pas la transition, c'est un autre frein. Dans les autres freins que j'ai notés, qu'on entend souvent, alors il y a aussi le système éducatif qui ne serait pas assez performant, les gens ne sont pas assez éduqués, ou alors ils ne seraient pas assez conscients. Ils ne seraient pas assez conscients de la catastrophe, ce serait un frein. Il faudrait une prise de conscience. Prise de conscience, qui est un mot une expression que je n'utilise jamais parce que je n'arrive pas à la définir. Je ne vois pas ce que c'est que prendre conscience. Les philosophes, eux, ils accusent très souvent, il y a tout un courant qui s'appelle l'éthique environnementale, où on accuse le christianisme, ou le judaïsme, ou toutes ces religions qui auraient exclu la nature de nos considérations morales, en quelque sorte. Ça s'appelle l'éthique environnementale. Et ce courant qui est très, très important aux États-Unis et un petit peu en France, qui est porté par des amis qui s'appelle Catherine Larrère, on en a parlé, elle est connue ici. Voilà, Catherine Larrère, qui est une très grande philosophe, elle pense que le frein à la transition écologique, c'est le fait qu'on ait exclu la nature de nos considérations morales. C'est-à-dire qu'on n'a aucune considération morale pour la nature, on s'en fout. On a des considérations que pour les hommes. Donc son enjeu pour elle, c'est de réintroduire la nature dans la morale. Et puis le dernier exemple auquel je pensais sur les freins à la transition, c'est les institutions. Alors nous sommes dans des institutions de court terme qui favorisent le court terme, qui favorisent la finance, qui favorisent les décisions de court terme, et du coup on ne pense pas le long terme, on ne pense pas loin, donc on n'arrive pas dans la démocratie à penser la science, à penser la nature et à penser les générations futures. Donc voilà, j'ai pris quelques exemples, il y en a plein d'autres, mais les écologistes se focalisent sur les freins. Donc on est dans la voiture, elle n'avance pas, et personne ne pense à regarder le moteur. Personne. Les seuls qui pensent à regarder le moteur, ce sont ces anciens philosophes, ils ne sont pas forcément philosophes d'ailleurs, ce sont ces anciens penseurs français, donc autour de Serge Moscovici, qui pensent le moteur. Et on a complètement oublié le moteur. Et s'il n'y a pas de moteur, il n'y aura pas de transition. Alors c'est quoi le moteur? Alors avant de vous répondre, il y a deux phrases que j'ai notées qui relèvent bien sur quoi je veux vous mener. La première, c'était du maire adjoint de Monsanto hier, qui disait « On ne peut pas savoir et ne rien faire ». Alors ça, c'est une phrase que j'entends souvent, on ne peut pas savoir et rien faire. Ben si, parfaitement, on peut savoir et ne rien faire. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Il semble que sur plein de sujets, que ce soit sur la biodiversité ou sur le climat, Nicolas Hulot a été très impliqué dans la COP21 et on voit parfaitement à quel point le savoir scientifique sur l'état du climat est parfaitement connu, étayé, développé. C'est pas pour autant qu'il nécessite de l'action, ou en tout cas qu'il entraîne de l'action. Alors il entraîne des conférences internationales, mais qui pour l'instant ne se sont pas traduites en actes. Donc on peut très bien savoir et ne pas agir. Ce n'est pas un problème, et d'ailleurs on le constate. Et monsieur le maire, aussi, une autre phrase que j'ai notée, parce que je trouvais qu'elle était aussi parlante, c'était une question, c'est pourquoi les choses évidentes ne se développent pas plus vite? Ben oui, les choses évidentes, elles ne se développent pas. C'est pas parce que c'est évident que ça se développe. C'est pas parce qu'on sait qu'on agit. Et en fait, si vous regardez chacun d'entre vous, je suis persuadé que personne dans sa vie, tous les grands choix qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il savait quelque chose. Personne n'agit comme ça. Vous ne choisissez pas votre conjoint ou votre conjointe parce que vous savez scientifiquement que c'est la bonne personne. Vous ne prenez pas des décisions dans votre vie parce que vous savez scientifiquement que ce sont les bonnes. Donc il y a une autre... Ça me fait penser, en disant ça, je n'avais pas noté, mais Dostoïevski, l'écrivain russe, disait si tout se passait rationnellement dans le monde, ben, il ne se passerait rien.
La phrase est exacte, c'est ce qu'il dit. Donc du coup, quel est le moteur? Donc, parce que là, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il n'était pas, mais quel est? Je pense que certains d'entre vous ont commencé à le deviner, mais parce que un autre participant, alors, en mentionnant cette phrase-là, c'est ce qu'il voulait dire. Il dit pour faire agir, pour faire agir les autres communes, parce qu'il parlait des autres municipalités pour qu'elles nous imitent, enfin pour qu'elles vous imitent. Il disait il faut les rendre jalouses. Il faut les rendre jalouses. Ah, alors ça, c'est là où je me suis dit, il a mis le doigt sur ce qu'il faut faire, il faut les rendre jalouses. Parce que le moteur, si vous regardez tous les événements historiques, tous les mouvements sociaux, si vous regardez tous vos événements dans vos vies individuelles et collectives, le moteur de la vie humaine, ce sont les passions. Et ce sont les passions, et les passions, ce sont les croyances et les émotions. C'est ça qui fait agir. Et en fait, la question, c'est qu'on n'agit pas parce que l'on sait, on agit parce que l'on croit à quelque chose. Et croire n'a rien à voir avec le savoir. C'est tout autre chose. Croire, c'est de l'émotion. Vous savez, comme je suis philosophe, je vais juste faire un petit aparté sur le philosophe Pascal, qui me semble qui est le philosophe le plus inspirant pour ce que je vais vous dire aujourd'hui, enfin pour ce que je suis en train de vous dire, et qui est quelqu'un qui, pour moi, compte beaucoup plus que d'autres, comme Descartes, etc. Vous savez, Pascal a fait un pari, qui s'appelle le pari de Pascal, et quelle est la conclusion en fait, du pari de Pascal? C'est que la raison, le savoir, n'a aucun effet sur les croyances. Puisque le pari de Pascal, c'est quoi? C'est de dire il est raisonnable de croire en Dieu. C'est-à-dire, en gros, si vous raisonnez, la raison vous dit qu'il vaut mieux croire en Dieu que ne pas croire. Depuis Pascal, ça a converti qui, ça? Absolument personne. La raison n'a pas convaincu personne de croire. Donc on sait depuis Pascal que les arguments rationnels ne convainquent absolument personne. Personne n'est convaincu par les arguments rationnels. Et on reste sur ce dogme de penser que ce sont les arguments rationnels, c'est la science qui nous dit qu'il y a une catastrophe et qu'il suffit de par injonction dire aux gens la science nous dit qu'il y a la catastrophe et que les gens vont changer de comportement parce qu'on nous dit qu'il y a la catastrophe. Évidemment, ça ne marche pas. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le philosophe allemand Jonas, qui avait très bien compris ça, avait proposé de faire l'heuristique de la peur. Parce qu'il savait que par la raison, on ne changeait pas les comportements, et que du coup, il fallait utiliser la peur, donc les émotions, pour susciter l'action. Le problème de la peur, il y a un énorme problème, c'est qu'effectivement, c'est une émotion, mais c'est une émotion qui paralyse. On le voit bien, c'est une émotion qui ne mène pas à l'action. Et une autre phrase que je ressors de Pascal, du philosophe donc Blaise Pascal, c'est il disait « on ne croit qu'en ce qui nous plaît ». On ne croit qu'en ce qui nous plaît. Et si vous regardez, moi il y a une autre phrase qui m'a assez marqué, je ne sais pas si vous connaissez Naomi Klein, l'activiste américaine ou canadienne, qui a publié un très gros livre sur le réchauffement climatique il y a 2 ans, mais un très très gros livre qui fait genre 800 pages. Et dès la première page, donc c'est une activiste très à gauche, on va dire, en tout cas anticapitalisme et intermondialiste. Et dès les premières pages, elle dit cette phrase, qui m'a vraiment marqué, elle me dit « Je crois au réchauffement climatique parce que c'est le meilleur argument contre le capitalisme ». C'est fou comme phrase. Je crois à ce que disent les scientifiques parce que ça m'arrange, ça va dans le sens de mes arguments, en quelque sorte. Mais c'est exactement l'opposé de ce que disent les climato-sceptiques. Moi, je ne crois pas au réchauffement climatique parce que ça va contre mes croyances sur le libre marché, ou parce que ça va contre mes intérêts privés, ou parce que voilà. Donc on ne croit qu'en ce qui nous plaît. Donc c'est pas la peine d'essayer de convaincre les gens sur les raisonnements rationnels, parce que si ça leur plaît, ils ne croiront pas, ils y croiront, je veux dire, et si ça leur plaît pas, ils y croient pas. Donc autant faire en sorte que ça leur plaise. Et pour que ça leur plaise, il faut leur donner envie. Il faut susciter des émotions, et ce sont sur les passions qu'il faut jouer. Du coup, là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, j'ai en gros mis les grandes lignes. Donc, je faisais référence tout à l'heure à Moscovici et à tous ses penseurs. Et comme je vous l'ai dit, Moscovici était un philosophe, mais c'était surtout un psychologue. Et c'était un psychologue social. Et la question que se pose la psychologie sociale, c'est comment faire bouger les sociétés. Ah, ça tombe bien, c'est la question qu'on se pose. Donc les gens qui ont inventé l'écologie après la Seconde Guerre mondiale se sont aussi posé la question pendant 30 ans de comment faire bouger les sociétés. Et ce sont des psychologues. Et on a complètement oublié ça, on l'a complètement mis de côté, et
on a fait comme si l'écologie était née après les années 80-90, uniquement sur un diagnostic scientifique, et que l'unique raison d'agir, c'était le savoir scientifique. Alors, que nous dit la psychologie des sciences, la psychologie sociale, pardon. Donc, la psychologie sociale, c'est une science qui est née donc, suite à Freud, et qui est née principalement aux États-Unis, puisque c'est une science expérimentale, hein, donc c'est une science qui fait des expérimentations, et dont la principale figure en Europe, c'est le fameux Serge Moscovici. Et en fait, la psychologie sociale est quelque chose de très simple. Et elle le montre, et cette chose, c'est qu'on n'agit pas seul, et on ne pense pas seul, on n'agit pas, et on ne pense pas de la même manière, selon qu'on soit seul ou en groupe. Et ce groupe, ça peut être un groupe virtuel, imaginaire, qui n'existe pas, qui est que dans la tête, mais en tout cas, on n'agit pas de la même manière. Alors, il y a plein d'expériences qui l'ont démontré. Hein. Vous avez tous entendu parler de Milgram, je suppose, avec ces questions de soumission à l'autorité. On a une pression psychologique qui nous soumet à l'autorité. Il y a une autre pression très, très connue, qui est la pression à la conformité. Ouf, il y en a plein d'autres, hein. Il y a celle de Festinger, tous ces tests-là qui ont montré qu'on modifie nos comportements et notre façon de penser quand on est en groupe. Et du coup, pour faire agir un groupe, ou pour faire agir une société, les psychologues sociaux ont découvert deux moyens. Il y a deux moyens uniquement, enfin selon eux, hein, selon la psychologie sociale, de faire modifier les comportements et de faire agir un groupe dans un sens. La première, c'est d'utiliser un leader charismatique. Bon, là, on en a un, on pourrait l'utiliser. D'ailleurs, ça marche. Regardez Corin, il arrive à faire bouger sa ville. Donc, là, on est un exemple. Il y a une autre parce que les leaders charismatiques, ça ne court pas les rues, et puis en plus, il faut qu'ils soient d'accord avec nous pour faire agir dans un sens. Et il y a un autre moyen, enfin, en tout cas, un autre chemin qui a été identifié par ces psychologues sociaux et développé par tous ces philosophes, c'est ce qu'on appelle les minorités actives. Alors les minorités actives, c'est quoi ? C'est exactement ce que nous sommes. Et pour vous expliquer comment ces minorités actives fonctionnent, je vais juste faire en deux phrases, vous expliquer comment, dans quel schéma le rapport minorité-majorité s'intègre. Quand on parle de majorité, on parle de majorité de représentation sociale, de comportement. On va dire en gros, la majorité, c'est de consommer. Le comportement majoritaire, c'est un mode de vie qui est assis sur la consommation ostentatoire. Appelons-le ainsi. La majorité, son rôle, c'est de maintenir l'ordre. Donc elle ne va pas changer du jour au lendemain sous peine de déstabiliser l'ensemble. Donc la majorité, son rôle, c'est de maintenir l'ordre, et pour maintenir l'ordre, la majorité, son rôle, c'est de ne pas bouger. Donc la majorité, elle ne bougera pas. Parce que si jamais elle bouge, elle déstabilise l'ensemble. Et les sociétés s'effondrent. Donc la majorité, elle ne bougera pas, ça ne sert à rien de convaincre la majorité. Par contre, ce que fait la minorité, elle, comme elle est minoritaire, c'est très darwinien en fait ce que je vous dis, hein. Eh ben, elle peut innover, elle peut tenter des choses, elle peut expérimenter. Et c'est pour ça qu'on dit que les innovations sociales se font dans les interstices, dans les marges, parce que c'est là qu'émergent des choses, c'est là qu'elles peuvent tenter des choses. Elles ne risquent rien, hein. C'est pas elles qui vont faire effondrer la société. Donc du coup, la société est fondée de deux choses. Une majorité, donc un comportement majoritaire qui maintient l'ordre, c'est son rôle, et heureusement qu'il fait ça, on en a tous besoin de l'ordre, et des minorités autour, mais qui tentent des choses, qui émergent, qui font de l'expérimentation sociale, de l'innovation, des révolutions, appelons-les comme on veut. Et pour que ces minorités aient de l'effet, ces psychologues sociaux ont identifié deux conditions. La première condition, c'est à peu près les mêmes d'ailleurs. La première condition, c'est la constance, et la deuxième condition, c'est le refus du compromis. En fait, il faut être radical. Et plus on est radical, c'est pas péjoratif du tout, hein, radical, ça remonte à Racine, c'est retourner à la racine des choses. Plus on est radical, plus on est sûr de soi, plus on a confiance d'avoir raison, plus la minorité va insister sur son comportement. Qu'est-ce qui va se passer dans la majorité ? Jamais la majorité va adopter le comportement de la minorité. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, l'existence de la minorité, son courage, sa confiance en elle-même, le fait qu'elle adopte un nouveau comportement et qu'elle insiste sur le fait que ce comportement est le bon, fait que la majorité va se remettre en question et va changer les curseurs, et du coup elle va se reconfigurer un problème qui n'existait pas.
En tout cas, ce qui n'existait pas dans l'opinion majoritaire. Je prends un exemple, si vous avez tous autour de vous des gens qui sont véganes. Moi, je ne suis pas végane, mais le fait d'avoir des gens qui sont véganes, qui est une minorité active, c'est-à-dire ces gens qui ont un comportement, qui sont sûrs de leur truc, qui sont à fond, et que voilà, ils sont dans leur truc et ils le font. Mais je suis sûr que parfois on les moque, parfois on va dire ouais bon c'est un peu ridicule, etc. Mais du coup ils vont quand même poser des questions que vous vous êtes jamais posées. Et un jour où vous allez au supermarché ou quand vous allez acheter de la viande, vous allez y penser. Et vous allez avoir une pression psychologique qui fait que parfois, à un certain moment, vous allez reconfigurer un problème que vous ne vous serez jamais posé si ces gens n'existaient pas. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir vegan, mais ça veut dire que vous allez commencer à modifier lentement votre alimentation et des choses comme ça. Et c'est ça que font les minorités actives, et c'est ça qui fait changer la société. Alors, je ne dis pas que le fait que nous ayons un comportement, ou un comportement qu'on va appeler d'écologiste, ou qu'on consomme différemment, fait que du jour au lendemain, on va transformer le comportement de tout le monde. Mais si on insiste sur la façon dont on agit, si on le fait de manière, on continue, on a confiance en nous, on est sûr que c'est le bon comportement à faire, c'est comme ça que la majorité reconfigure son problème, ou en tout cas se pose un problème qu'elle ne se serait pas posé si on n'était pas là, ou si les minorités en général n'étaient pas là. Et moi, je suis né dans les années 80, et dans les années 80, ce problème n'existait quasiment pas. Oui. Et on ne peut quand même pas dire qu'il ne s'est rien passé, et j'observe quand même dans les détails que la majorité quand même change son comportement, et que c'est quand même dû à la présence de ces minorités écologistes qui reconfigurent et qui posent un problème qui ne s'était pas posé. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que si on veut essaimer, transformer, faire la transition écologique par toutes ces révolutions multiples, il ne faut pas essayer de convaincre des individus, il ne faut pas essayer de convaincre des gens. Si on essaie de convaincre des individus, on va semer le doute. Non, ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire des activités visibles, ne pas faire de compromis, et surtout le faire avec passion. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je ne sais pas à qui je passe le micro. Décidément, ces 2 jours sont au-delà de nos espérances. Bon, je suis convaincu qu'on fera le deuxième entretien de Corrence. Et je dirai des choses, mais à la fin, la parole circule.